meuf. Les amis, bonne année 2026. Bonne année. Aujourd'hui, c'est moi qui vais leader une interview pour Célia. Oui. Qu'est-ce que ça fait, Célia, d'être à la place opposée? J'aime être une star. C'est toi l'invité. J'aime être une star, invitée Voilà. de mon propre podcast. Bah oui, parce qu'en fait, en gros, je vais vous la jouer franche. Je voulais absolument faire un podcast pour commencer l'année un peu spécial. Genre, c'est un podcast... Voilà, je sais que d'habitude, on fait grave des blagues, on rigole, on fait des trucs. Là, ce sera le seul et unique podcast de l'année où ça va être un peu plus sérieux, et l'idée c'est vraiment d'apprendre un peu à me connaître moi, la créatrice du podcast, aussi Flo, les invités qui viennent, pourquoi j'ai créé ça, parce que en fait quand j'ai créé le podcast, le premier épisode qu'on a sorti avec Flora, c'est sur les colocations. Je me suis même pas présentée, j'y arrivée, j'ai parlé de escorte et tout. Non mais ça va être un podcast de qualité pour apprendre à te connaître. C'est moi qui vais leader la réunion, j'utilise le vocabulaire d'entreprise, de corporate. Donc let's do this. Donc c'est moi qui suis dans le lead. C'est vraiment un podcast de qualité. Avec des nouveaux micros. Avec des nouveaux micros, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas si vous remarquez, on est en train de se faire des crampes aux mains pour vous permettre d'avoir un meilleur son, parce que les micros là, contrairement aux autres, ils pèsent une tonne. Un petit kilo, je pense. Un âne mort. Un petit 700 grammes. Non, un âne mort. Mais c'est quand même beaucoup plus lourd que ce qu'on avait avant. Ouais, bah c'est du matos de qualité. Donc ayez de la gratitude. C'est ça que je veux dire. Remerciez-nous en fait d'avoir donné autant. Célia elle a payé pour, et nous on porte les micros pour vous. On va acheter les. J'avais plus assez d'argent pour acheter les supports. Ah oui, c'est ça. En fait, on est en train de souffrir de la pauvreté de Célia. En fait, ça va, je rigole. Le peu d'argent que j'ai gagné avec le podcast a été complètement investi dans ça. C'est bien. Au centime près, quoi. C'est Célia, l'investissement, c'est ce qu'on apprend en économie à l'école. L'investissement est clé pour la survie de l'entreprise. donc la inversión es muy importante. Donc voilà. Alors déjà, je voulais débuter juste par une petite présentation de toi, Cécé. C'est un peu généraliste, donc je veux pas que tu sois perdue. Je voudrais que tu nous dises, voilà, tes qualités, tes petits défauts, comment te qualifieraient tes amis. Qui es-tu hors du travail? Je veux pas de CV, je veux vraiment toi, qui es-tu en fait? Bah moi je m'appelle Célia, j'ai 25 ans, je suis née à Paris le 30 octobre 2000, je suis du signe Scorpion. Oui, un beau signe. Oui, un signe très intense. Avec moi c'est vraiment tout ou rien, soit vraiment je me dédie à la personne, je suis très intense, je l'aime d'amour. Soit je te déteste vraiment de tout mon cœur en fait. Oui, tu as beaucoup d'intensité dans tes émotions et tes sentiments en fait, et c'est super beau, parce que moi je trouve que merci, Flo. Non, moi je trouve ça magnifique. J'adore les émotions, je trouve ça beau. Ouais, je suis très émotive, beaucoup d'émotions, c'est les montagnes russes avec moi. Et donc je dirais que ça c'est un peu ma personnalité, et que les qualités c'est que je suis quelqu'un de, je pense que tout le temps on me dit, je suis très extravertie et très solaire. Tu es très joyeuse. Très joyeuse, toujours à la pêche ici. Ouais. Jamais de tristesse. Et d'ailleurs, Célia, faut pas la laisser trop longtemps avec des gens tristes, parce que sinon elle absorbe et elle est vraiment pas bien après. Je suis une éponge d'émotion. C'est une éponge, oui, c'est vraiment ça. Donc il faut qu'elle garde sa joie. Moi je trouve ça trop beau. Et des fois c'est vrai que ça passe par un petit peu l'isolement de temps à autre, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment tristes, c'est pas forcément évident tous les jours de pouvoir les côtoyer. Et puis Célia, elle absorbe en fait. Mais comme je m'entoure que des personnes joyeuses et drôles, bah je suis tout le temps solaire. Voilà, c'est un de c'est bien. C'est ça qui est bien. Un défaut, je dirais que c'est toujours le même problème, je suis trop intense. C'est tout ou rien, ça peut faire peur aux gens en fait, cette intensité. C'est blanc ou noir. C'est jamais dans la demi-mesure, à tel point que je peux en faire des burn-out, des trucs de fou quoi. Même dans mes relations amoureuses, amicales. C'est toujours vrai. Bon, ça. Moi j'arriverai jamais à dire que c'est un défaut, jamais. Merci, parce que je trouve ça trop beau. Mais non, ou alors je disais, je suis quand même rancunière, Oui, ça passe pas. En fait, je me souviens d'une dinguerie qu'on m'a fait il y a un an, et t'inquiète, ça reste. J'ai du mal. En fait, je pardonne, mais je n'oublie pas. Après, ça vient aussi, je pense, c'est une histoire de caractère, mais ça vient aussi avec l'âge. T'apprends plus facilement à pardonner aussi, parce que t'apprends des leçons de la vie, et tu te dis bon ça, je sais que je peux pas lui en tenir rigueur. Chacun a ses problèmes. Des fois, quand tu mûris un peu, que tu grandis, tu dis. Enfin, moi, en tout cas, c'est le parcours que j'ai fait. C'est que quand j'étais adolescente, j'avais vraiment du mal à pardonner beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me sens un peu plus à même de pardonner. Mais bref, je ne suis pas là pour parler de moi. C'est là pour parler de Célia. Moi, je dirais, tu vois, que j'étais plus Jean foutiste à l'époque. C'était vraiment ceux qui m'aiment me suivent. C'était le insouciante. mot. Donc en fait, j'étais un peu en mode bon, je m'en balèque, alors qu'aujourd'hui,
comme j'ai plus mûri, je tiens vraiment les choses à cœur. Donc en fait, si tu me fais une crasse, c'est que t'es pas ma pote en fait. Ouais. Enfin, ou même. Parce que c'est du vrai coup, que ça me blesse davantage. Oui, t'as ce côté-là On est où dans une vraie relation. Oui, parce qu'en fait, tu comprends aussi pleinement les implications qu'avant peut-être tu te posais pas trop de questions et aujourd'hui tu te dis vraiment oui non ça m'a blessé. Du coup aujourd'hui pas de pardon. Non mais je pense que c'est une description assez adéquate de qui tu es et merci Flo. Et dans tes hobbies qu'aimes-tu faire en dehors du travail? Alors moi, je touche à tout. Je suis tellement extravertie. Tu aimes le sport quand même. J'aime beaucoup le sport. J'ai besoin de ça pour me défouler. Je cours beaucoup. Nages, je cours beaucoup. Je fais de l'aquagym. Ouais. Avec les petites mamies, y a pas de souci. Je suis la plus jeune. J'aime beaucoup ça. Je suis très créative. J'ai toujours besoin de créer. J'adore dessiner. J'adore les dessins animés. En fait, pour être honnête. En fait, je pense que maman, quand j'étais petite, elle m'a toujours laissé ma part de créativité. Genre, elle m'a toujours incité à être créative, à être en waouh, c'est l'air, bah vas-y, elle m'inscrivait au cours de dessin et tout, même quand CP, j'avais gagné un concours de dessin, je me souviens. Maman, elle était trop fière de moi, elle était en mode, c'est parfait! Ah oui, mais je me souviens, j'étais rentrée, et je sais que j'étais rentrée de l'école, je l'avais dit à personne, et quand je suis arrivée, j'ai fait, maman, j'ai gagné. Elle m'a fait oh ma chérie et j'avais reçu des stylos Faber-Castell et tout trop bien et j'adore les dessins animés et je pense attends juste un truc important à dire, peut-être que les gens ils vont comprendre pourquoi je fais ces petits dessins, mais moi je suis fan de tout ce qui est tu vois Mickey Mouse, Donald, tu vois tous les Walt Disney un peu vieux dessins animés, bah il y a pas de son. Et il y a que du classique. C'est muet. Et ils font des dingueries sur du classique. Tu vois, Tom et Jerry, c'est des dingueries sur du classique. Et je crois que j'ai tellement été bercée à ça. C'est trop bien. Qu'aujourd'hui, je reproduis ça dans mes dessins. Et j'adore les dessins animés. En fait, j'adore me poser et regarder des dessins animés. Non, mais c'est vrai que enfant. je me rappellerai toujours de ce moment où je sais plus avec qui j'avais dû faire un concours de dessin sur iPhone. Et puis, genre, moi, j'avais dessiné un vieux truc. Personne n'avait compris ce que c'était. Puis après, j'avais dit, vas-y, prends la main. Et puis, d'un coup, il y avait eu un jump dans la qualité des dessins. Genre, oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, waouh, Flora, elle dessine hyper bien. J'étais trop fraîche, je me sentais trop fraîche alors que c'était ma soeur qui était avec son petit doigt, elle dessinait des trucs hyper visibles. Je suis incapable de faire ça. Mais du coup, j'adore enfin, j'aime pas trop dessiner, mais par contre, rendre mes dessins animés, j'adore. Après, je fais du crochet, du coloriage, du scrapbooking, enfin, tout ce qui est un peu touche à la créativité, j'aime bien. Et je dirais que, donc, sport, création, genre art créatif, j'adore la musique. Genre, il n'y a pas un jour où je vis pas en musique. Je pense que mon plus gros défaut, par exemple, en tant que coloc, c'est qu'on me disait à chaque fois, c'est là, putain, t'écoutes tout le temps de la musique. Il y a toujours une enceinte, bossa nova, jazz. Mais c'est trop bien, gros la musique, rap sale. Je vis tout le temps avec la musique et j'ai fait du mix. Moi aussi, je vis avec de la musique. J'adore ça. J'ai rien qui rend plus beau la vie que la musique. Ouais, c'est trop bien. Et même, ça me permet parfois, tu vois, quand j'ai besoin de pleurer, à me forcer à pleurer. Ouais, des musiques tristes, je vois très bien. J'adore. Et, le dernier point, c'est pareil côté audio. Je suis très très podcast. J'adore ce principe de faire deux actions en même temps. Donc j'écoute un podcast et je fais mon sport, je fais mon ménage en écoutant un podcast, je crochette en écoutant un podcast. Et j'adore ça. Et je pense que j'ai découvert les premiers podcasts quand j'avais 16 ans, 17 ans. J'écoutais Bliss, Transfert, tous ces trucs. Mais je trouvais pas je trouvais pas un truc de John Girls, tu vois. Bah justement, ça tombe trop bien que tu fasses cette superbe transition. Quelle perche. Exactement, parce que du coup, la prochaine question, c'était de savoir voilà, quelle était l'origine, d'où t'es venue l'idée du podcast. Je me souviens que tu me parlais souvent de c'est pas C'est à vous, mais c'est dans l'air, ou je sais plus si c'était avec une émission. Non, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Après, c'est pas un podcast, c'est une émission, mais elle fait ça sous forme de podcast. Je me souviens, tu m'en parlais. Et donc, c'est peut-être de là que t'es venue un peu l'idée. En fait, non, il y a vraiment une grosse histoire. Tu veux que je te raconte la grosse histoire de New York et tout? Bah, vas-y. Ok. Donc en fait, comme vous le savez, moi je suis partie vivre à New York et je sais pas pourquoi j'avais un besoin de me prouver des choses. Ça s'est fait très rapidement. Enfin, en l'espace de 4 mois, j'ai dit à papa, maman, Flora, au début de l'année 2024, je me casse à New York. Et bref, du coup, j'ai bossé pendant 1 an là-bas et en fait, il s'est passé des choses pas terribles. Les 6 premiers mois ont été super. C'était intense comme travail. T'es un peu ennuyé au bout d'un moment. Au bout d'un moment, vous savez, la truffe, c'est quand même saisonnier. C'est très saisonnier. Et en fait, l'été, je me souviens que l'été arrive, ça faisait 6-7 mois que j'étais là, et là, il y a la première vague de tous mes potes qui commencent à partir.
Donc en fait, j'ai Adelou, ma vie, enfin qui part, qui est quand même mon point clé de New York, qui part. J'ai tous mes potes d'autres VIE qui partent. Et en fait, je commence petit à petit à me retrouver seule. Et t'as perdu un peu tes repères. C'est vrai que tu t'étais fait des très très bons potes. Très bons potes. Plus de repères. Et puis le problème de New York, c'est que les gens ils viennent, ils repartent. Et donc, et c'est trop dur de quitter des potes et de se refaire d'autres potes. Ouais, c'est super. Et donc dur, le mois de juillet arrive et je me souviens que je commence à me sentir un peu plus seule. Je sors beaucoup moins. Mais en fait, je suis passée d'une phase où vraiment j'étais en mode je ne me posais jamais à la maison. Je crois que je dormais juste chez moi. Enfin, je travaillais beaucoup et je sortais beaucoup. C'était vraiment genre la fast life. T'avais une vie ultra dynamique en fait. Plus que dynamique, j'étais à 20 000 pas par jour. Je mangeais toujours sur le pouce, mais un truc ultra fatigant. Mais je m'en rendais pas compte parce que t'avais jamais vécu ça, donc tu te rendais peut-être pas compte non plus que t'étais un peu au-dessus de tes limites. Oui, complètement. Aujourd'hui, je pense que t'as plus de repères, alors que quand tu découvres une nouvelle ville, t'as envie de tout faire. Et je pense que tu te rends pas forcément compte que tu vis au-dessus de l'énergie que t'as. Non, mais je vivais vraiment mais une pile électrique. En fait, tout le monde me proposait des trucs et j'avais une espèce de FOMO. En fait, New York, c'est trop bien en vacances, mais quand il vit, en fait, c'est trop New intense. York aspire l'énergie des gens qui y vivent. Genre pour rendre la ville dynamique. C'est comme ça que je vois New York. Le travail, ça commençait à devenir un peu difficile, très boring. En fait, j'avais rien à faire. J'étais en marketing et j'étais censée faire la promotion sur les réseaux sociaux. Enfin, pareil, il y avait eu mensonge un peu sur ce que je faisais. Genre à la base, c'était marketing. Au final, je me suis retrouvée à faire de la communication, mais cette vieille conne de 50 ans, elle comprend pas la différence. Bref, je me suis retrouvée au mois de juillet à en fait aller au travail et à commencer à plus avoir rien à faire. Genre en fait tout le monde est parti, donc j'ai dit au revoir à tout le monde, donc je ne sortais plus, j'avais plus de vie sociale. Donc le week-end, j'allais courir seule à Central Park, je faisais mes courses, mais toujours solo. Genre dis-toi, il y a des week-ends, je passais entier, je parlais pas. J'avais personne avec qui parler, je vous ai appelé vous. Oui. Mais j'étais solo, tu vois. Et puis même, je me souviens que ce qui nous avait embêtés, c'était vraiment qu'on se disait que t'avais moyen, enfin on pensait au départ que t'avais moyen au travers de l'entreprise de faire du lien, sauf qu'en fait on comprenait que ta chef était tout le temps absente, et que ta collègue en avait rien à foutre, c'est une connasse, et que soit elle t'aimait pas, soit vous vous entendiez mais pas. Elle était tellement mais toxique cette connasse. Mais tu te souviens, on avait fait l'épisode des pires anecdotes du taf. Je vous invite à l'écouter, mais cette connasse, elle était pas sympa. J'étais mais on peut pas rigoler, genre elle était pas drôle. Je faisais des vannes, ça rigolait pas. Et en fait, tu vois, moi j'étais le petit soleil, c'était le nuage noir. Et du coup, bref, donc plus de potes et surtout plus de taf à faire. Et moi, je trouve que toute mon école, toute ma scolarité, on m'a un peu sensibilisée sur ce qu'était le burn-out, mais personne m'a sensibilisée sur ce qu'était le bore-out. Bore, ça veut dire to be bored, c'est de s'ennuyer en anglais. Et en fait, ça je crois que j'ai commencé à faire un bore-out à tel point que quand je vous dis un bore-out, c'est que genre tout le mois de juillet, je commençais à aller mieux. Enfin, j'étais en mode ça va, c'est là, tu peux ne rien faire au travail et tout. Et le mois d'août, quand ma boss elle est partie et que l'autre là, elle était tout le temps sur son tel, elle me parlait même pas, genre elle me répondait même pas. Je me retrouvais seule. Le soir, j'étais seule. La journée au travail, j'étais seule. Et en fait, quand t'es seule, t'es vachement face à tes pensées. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon corps il s'est dit c'est là, enfin, elle lâche un peu la pression, elle arrête les sorties. À rentrer à 4h du matin, aller au taf à 8h. Ouais, mais le choc a été hyper brutal. Et en fait, ma psy, elle m'a expliqué quand je suis rentrée en France, j'ai vu une psy, et ma psy, elle m'a dit le choc avec une vie hyper active, à faire tout le temps la fête, un travail hyper complet. Le cerveau, il comprend pas. Et du jour au lendemain, en l'espace de 2 semaines, j'ai perdu mes potes et le travail, ça s'est complètement arrêté. Elle m'a dit, votre cerveau, il a un peu fucked up, quoi. Enfin, il s'est dit, what the fuck et tout. En fait, c'est à ce moment-là où mon cerveau a décidé de se dire, mais attends, c'est là. Mr Big, il est venu te voir pendant une semaine, il t'a dit qu'il t'aimait pas. Ta famille là, elle est super loin. Si t'as un problème, t'es quand même hyper solo. Tous les gens que tu connais, ils sont pas là. Les Américains, tu peux pas compter sur eux. Et en fait, j'ai commencé à tout le temps réfléchir, et c'est là où est arrivée l'anxiété. Et en fait, pourquoi je parle d'anxiété, qui résulte de la solitude, en fait. Qui résulte complètement de la solitude. En fait, quand t'as perdu tes repères, en fait, familiaux, amicaux, amoureux. Oui, c'est ça. J'étais juste. Et personne n'était là pour te soutenir, et c'est hyper dur mentalement parce qu'en fait, j'étais seule. T'as l'impression qu'en fait, personne n'en a rien à foutre. Enfin, vraiment, c'est hyper violent comme pensée. Ouais. Et j'appelais papa et Flora, elle était, bon, toi t'étais toujours là, donc Flora elle était mais là. on était loin. Mais maman et papa, ils
dis pas, ils vivaient leur vie, ils se disaient bon bah Célia c'est bon, ça fait 8 mois qu'elle y est, ça va, tranquille et tout. Et j'essaie d'en parler un peu, mais je crois que maman, elle connaît pas le mot anxiété, et moi je savais pas que c'était de l'anxiété. Moi non plus, je comprenais pas bien. Et en fait, je me souviens que la première crise d'angoisse que j'ai fait de ma vie, c'était même pas une crise d'angoisse, c'était une attaque de panique. La différence d'une crise d'angoisse et d'une attaque de panique, c'est que la crise d'angoisse, tu la crées avec tes pensées. Alors qu'une attaque de panique, c'est juste genre, d'un coup, tu parles et tu te mets à trembler, pleurer, juste ton système nerveux, il est en mode, wow, alerte, là, on est en train de, enfin, on va pas mourir, mais juste en mode signal, il y a un truc qui va pas. Et moi, je me souviens que la première fois que c'est arrivé, c'était quand la première semaine, juste avant que vous arriviez. Parce que papa, maman et Flora, ils sont venus me voir à New York. Et je prenais un petit café, tranquille et tout. Et là, j'ai décidé de faire une énorme attaque de panique. Sauf que je savais pas ce que c'était, donc je suis allée au chiottes, je suis un peu me secouer. Finalement, le corps, naturellement, il sait comment se calmer. Moi, je savais pas que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Je suis allée me secouer, j'ai fait, un peu chelou quand même ce qui s'est passé. Puis, j'ai complètement dans le déni, j'étais en mode, de toute façon, c'est là, t'as pas le temps d'y penser. Maman et Flora, elles arrivent. Il y a Mr. Big qui était là la semaine dernière. Ensuite, t'as le taf et tout. Je me suis pas laissé le temps de penser ce qui s'est passé, donc ça ne s'est pas reproduit. Mais par contre, en septembre, je me suis rappelé, mais attends, il s'était passé un truc bizarre. On est reparti. Et quand vous êtes reparti. Ouais. Et je dirais que du coup, le moment où je me suis retrouvée, genre au mois d'août, vraiment solo, là, en fait, mon corps, il s'est vraiment retrouvé en situation où je pouvais enfin me poser, enfin respirer. Et s'est dit, c'est à ce moment-là que toutes les tensions que t'as accumulées sur les 8 derniers mois, genre l'arnaque à New York, le travail qui était dur, la boss qui était une véritable connasse, perdre tous ses potes, tout est sorti d'un coup. Et là, je sais pas comment vous dire, j'ai commencé à développer un trouble anxieux généralisé, mais sans le savoir. En fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, genre c'était horrible, j'étais en mode Moi j'étais très angoissée pour elle parce que j'arrivais pas à capter ce qu'elle avait, et en même temps d'un autre côté j'étais hyper cool en mode mais de toute façon tout le monde sait très bien que rien ne va lui arriver, sauf que quand je voyais ton état j'étais t'étais livide et tout, t'étais palote, et puis la manière dont tu nous appelais au téléphone, je me souviens que maman elle avait vraiment commencé à paniquer et tout, enfin on était mais en fait j'ai mon trouble anxieux qui s'est généralisé du jour au lendemain. Genre en fait à partir du moment, je crois que aussi à partir du moment où Adèle elle est partie, le lendemain je me suis dit ok, j'ai perdu mon point de repère, et tout le monde était parti, c'était la semaine de départ, genre j'ai eu genre 4 soirées de départ, et là je crois que je me suis dit bon après le travail je vais rentrer chez moi. Et là, mon corps, il m'a lâché. En fait, mon corps, il m'a littéralement lâché. Et comme je suis quelqu'un de très jovial, très forte mentalement, et que j'ai eu la chance qu'il me soit rien arrivé de grave dans la vie, l'anxiété ne faisait pas partie de mon jargon, de mon langage. Je ne sais même pas. Le stress, c'est quelque chose qui me définit même pas. Je suis très chill. Donc en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Et donc en fait, ce qui est difficile, c'est que je commençais à faire tout le temps des crises d'angoisse. J'étais dans un état... C'est comme si je faisais une crise d'angoisse permanente. J'allais au travail, je tremblais, je me mettais à pleurer. Et j'arrivais plus, j'étais là, mais j'essayais de me cacher, j'allais aux toilettes, ça ne s'arrêtait jamais. En fait, mon système nerveux était complètement dérégulé. Sauf que... Ouais, pardon, vas-y. Et du coup, juste, j'ai du mal à faire le lien avec le podcast. Oui, je reviens, pardon. Non, mais t'as raison, je m'énerve. Non, c'est juste que... Non, mais je reviens. Tout ça pour dire que grosse période d'anxiété. Je décide de toute façon, j'ai des vacances début septembre. Je rentre en France. J'ai droit à une semaine. Je rentre en France chez mes grands-parents. Et avec Flora, on va dans le sud, on va à Marseille, tout ça. Et bien. Là, plus gros, je sais pas, je dis à maman, je me sens pas bien. Je pensais que ça allait me rassurer d'être avec elle et tout. Au final, je fais une crise d'angoisse qui m'emmène aux urgences. Alors que ça ne sert à rien d'aller aux urgences pour une crise d'angoisse. Oui, parce mais que littéralement, tu ne meurs pas. Mais t'as aidé quand même. Et là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me retrouve au fin fond pour aller en Bretagne. J'étais chez mes grands-parents. Oui. Et là, on est arrivé genre à 1h du matin et tout, et je n'arrêtais pas de trembler, de pleurer, juste mon corps il était en alerte et tout. Et là, j'arrive dans la salle d'attente, Théma, un beau gosse qui m'accueille. C'était le médecin. Le médecin était trop sexy. Et là, je me suis dit, ok, c'est là, c'est que ça va quand même un peu, parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de checker sa main pour voir s'il était marié, s'il avait une bague. Et j'étais avec ma mère et tout. Et en fait, là, le médecin, il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, mademoiselle, vous avez un trouble anxieux généralisé. Je vais vous prescrire des médicaments, des anxiolytiques. Ça peut être inutile. Mais il m'a dit, les anxiolytiques, c'est temporaire. Oui. Faut faire un travail de fond avec une psy. En fait, donc il m'a dit, je ne peux pas
te délivrer ton anxiolytique tant que tu n'auras pas pris rendez-vous. Donc on a pris rendez-vous avec une psy qui avait du coup dans ma ville et il m'a refilé les anxiolytiques. En fait, le truc c'est que moi j'étais tellement contre. En fait, j'étais en mode mais ça va jamais résoudre mon problème, les anxiolytiques. Enfin moi en plus, mais pour moi j'étais en mode mais moi la femme capable que je suis comme ça et tout. Ouais, et en fait là le médecin il m'a dit vraiment mademoiselle, faut aller voir une psy. De toute façon les anxiolytiques ça va pas régler votre problème. Le problème il est plus fond que ça, faut aller voir quelqu'un. Ah du coup bref, ok, on va à la pharmacie, on prend les anxiolytiques et moi j'étais en mode putain en fait je me souviendrai toujours. C'est vraiment microdosé. Et là il m'a donné une dose, un dosage frère de bébé en fait. De bébé même pas, et je prends la moitié de la dose et c'est vrai que pour moi, enfin attendez je répète, je suis ni médecin ni infirmier, je parle vraiment de mon expérience. J'ai pas envie de voilà. Chacun réagit. Suivez ce que dit votre médecin. Oui, voilà. chacun sur. Une demi-dose et waouh, en fait ça m'a fait du bien. En fait je sais pas comment vous dire, mais en fait, comment dire l'anxiété? En fait, l'anxiété, vous voyez, quand il y a une maison, vous savez, dans les maisons, il y a des alarmes. Quand il y a un cambrioleur, l'alarme, elle se déclenche. Et bah, c'est comme si mon alarme, enfin, c'est moi, ma maison, et mon alarme, elle se déclenchait quand il y avait une mouche. Chaque micro-agression, genre un bruit trop fort dans la rue, j'aurais pu faire une crise d'angoisse. Parce que ça m'agressait. Et en fait, je dirais que c'est comme une corde musicale, ça vibrait tout le temps, et en fait, l'anxiolytique ça l'a détendu et elle a arrêté de vibrer, tu vois. Donc bref, ça a complètement bloqué la partie droite de mon cerveau et en fait même si j'essayais d'être anxieuse, ça marchait pas, ça brouillait. Et là j'ai commencé les gars à faire des siestes, à dormir, à me reposer jusqu'au moment où je rentre de vacances et que là j'allais voir une psychologue et à partir de ce moment-là, enfin je trouve c'est important que je reste sur ce point d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages mais à partir de ce moment-là, j'ai vu une psychologue et aussi j'ai vu quelqu'un qui m'a particulièrement aidée. Mais là, je veux vraiment mettre ça avec des pincettes parce que sur moi, ça a marché. Je ne veux forcer à personne. Je parle juste vraiment. Je mets des pincettes. Je ne parle que de mon expérience. Mais dans tous les cas, Mais je suis allée voir aussi une hypnotiseuse. Oui. Et en fait, en gros, donc j'ai fait le combo. J'ai arrêté les anxiolytiques. J'ai pris 3 jours d'anxiolytiques, le temps de me calmer. Je suis allée voir une psy. Là, la psy, je lui ai tout expliqué en chialant et tout. Et elle m'a dit, non mais mademoiselle, juste là, vous avez beaucoup trop forcé. Votre système nerveux est complètement dérégulé. En fait, c'est physique. Enfin, c'est de la physique. Juste t'as un système nerveux qui est dérégulé, tu as dans l'anxiété. Elle m'a dit, et là, elle m'a dit un truc très rassurant. Elle m'a dit, je vous rassure, c'est temporaire. Toute anxiété est temporaire. Et je vous le rappelle à tous ceux qui m'écoutent, l'anxiété, les crises d'angoisse, personne n'en meurt. Et vraiment, moi, j'étais genre, je trouve que l'anxiété, ça m'a enlevé ce que j'avais de plus fort chez moi, c'était ma liberté, ma confiance en moi. Et Célia a en effet choisi, je sais pas si on peut appeler ça une médecine alternative, en tout cas, ça a bien fonctionné pour elle, elle a été réceptive. Complètement. En fait, du coup, j'ai vu une psy et j'ai commencé un long travail de 6 mois avec elle. Mais bien sûr, à la base, je devais repartir à New York. En gros, tout ça s'est fait dans la semaine de vacances. Mais attendez, c'est pas fini. On arrive sur le croustil là. Vraiment, il y a des gros potins qui sortent après. Je me souviens que t'avais vachement de mal à décider si tu devais repartir compte tenu de ton état. Maman, elle votait contre. Papa, il votait plutôt pour parce que il voyait se remettre dans le dynamisme. Et moi, j'étais plutôt pour parce qu'en fait, je me disais, en effet, c'est temporaire. Et je m'étais dit, c'est justement peut-être parce qu'elle a rien à faire dans son travail que du coup, j'ai le temps de penser à ça. Et je me disais, j'ai l'impression que ça va repartir un peu. Donc moi, je ne t'avais qu'encouragé à le faire. Après, la réalité, c'est qu'en revenant. La réalité, c'est que il fallait écouter maman. Déjà, t'allais pas très bien et en plus, il y avait pas de taf là-bas. Mais oui, qu'est-ce que j'allais rentrer rien foutre, rester devant un écran blanc à la fin, je deviens folle. Enfin, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai vu la psy et je suis allée voir une hypnotiseuse parce que j'ai une de mes copines qui m'a dit, Célia, moi, j'ai fait des grosses crises d'angoisse. Je suis allée voir un hypnotiseur, j'ai fait une séance depuis, j'ai jamais fait de crise d'angoisse. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, au point où on en est, j'étais dans un trouble anxieux généralisé. Donc en fait, je n'arrêtais jamais. Je prenais mon petit déj, j'étais angoissée, avalée. J'avais peur de m'étrangler, de mourir. Enfin, vraiment, on était à ce point-là. C'était très compliqué parce que t'arrivais plus à sortir de chez nous. Mais non, le bruit, ça me faisait peur. J'avais peur de mourir. C'était très compliqué. Elle pouvait pas rentrer dans des boutiques parce que je me sais pas, il faisait chaud, ça m'angoissait. Tout paniqué. Mais c'était horrible. J'ai arrêté de vivre, en fait. Mais moi, je trouve ça trop bien que t'aies réussi à trouver une porte de sortie parce que tu vois, l'hypnose, j'aurais jamais, jamais pensé à ça. D'ailleurs, au début, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, oh my god, elle va dépenser 90
balles chez un charlatan. C'est vraiment ça que je me suis dit. Et je me suis dit, bon, bah, au pire, ça lui fait rien. Au mieux, peut-être que ça va faire de l'effet. Donc, j'étais en mode, bon. Si vous le faites, faites-le dans un centre avec des médecins où ils ont bien le diplôme. Moi, je suis allée voir un gars qui a dit diplôme médecine généraliste, diplôme psychologie et diplôme hypnose. En fait, pour tous ceux qui sont sur Paris et qui ont vraiment un trouble anxieux généralisé, qui sont un peu désespérés, une bonne adresse. J'ai une très bonne adresse pour vous. Ça coûte un peu cher, c'est pas du tout remboursé, mais une séance ça coûte suffit. Un peu une coquille. C'est le centre Vitruve, Vitruve. Ça nuit. C'est dans le 16e. Oui. C'est dans le 16e et ça coûte cher, mais je vous promets, enfin en tout cas moi sur moi ça, j'ai fait une séance. Donc je vous explique. Déjà je prends un Uber pour aller jusque là-bas parce que angoissée. Je suis dans le Uber, le mec il commence à me parler, je suis en transpi parce que je suis en crise d'angoisse. Oui, déjà tu prenais pas le RER, non, tu prenais mais que le toi, Uber. Tu crois que j'allais prendre un RER et crise d'angoisse? Je me souviens de ça, tu prenais que des Uber pour faire les allers-retours. Ça me coûtait un bras, mais heureusement j'avais mis un chouïa de côté de New York et tout. Ouais. Et donc bref, j'arrive au cabinet, je fais une crise d'angoisse. Genre vraiment, je suis en train de lui parler, je suis en train de faire une crise d'angoisse là et tout. Et elle m'a dit, ok mademoiselle, vous allez vous allonger. Et là, elle a commencé à me parler pendant 30 minutes. J'étais en mode, là je pensais à Flora, je disais putain, je vais rentrer, je vais lui dire que j'ai mis 90 € dans l'air, un charlatan, ça fait aucun effet. Et là, elle me parle depuis de sécurité. Comme ça. Et je me dis, mais putain, on est vraiment en train de se foutre de ma gueule là, vraiment. Il y a marqué bouffonne quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que même si tu pensais à autre chose, t'écoutais quand même. J'écoutais, j'étais hyper consciente en fait de tout ce qui se passait autour. J'entendais les gens qui prenaient le rendez-vous à côté, tu vois. Enfin, tout se passait bien. Et après, au moment, elle me dit réveille. Et en fait, quand elle m'a dit réveille, j'ai senti que j'étais extrêmement loin, mais en plein état de conscience. Et là, elle t'avait hypnotisé. Elle m'a hypnotisé quoi. Et en fait, pourtant, je suis pas non plus la meuf à me laisser hypnotiser et tout. Et là, je me suis assise. On a parlé. Et je sais pas comment te dire. C'est comme s'il y avait une bulle de chewing-gum. Et mon anxiété, elle arrivait pas à dépasser la bulle. Et là, j'ai respiré. J'étais plus sous anxiolytique. Donc c'est pour ça que je faisais que des crises d'angoisse en arrivant. Parce que je voulais pas prendre un truc qui pouvait influencer sur les résultats. Et en fait, elle m'a dit comment vous sentez là? Et j'arrivais plus trop à parler, elle me dit vous êtes très calme. Je lui dis moi je suis très calme. Ouais. Je suis rentrée l'après-midi, je dis à Flora ouais je sais pas si ça a marché et tout. J'ai pas repris d'anxiolytique depuis. Et là j'ai commencé à parler l'après-midi et tout. Maman m'a dit mais t'as quand même pas fait de crise d'angoisse depuis 15 heures là. Enfin, depuis ton rendez-vous. Ouais. Et ça faisait 3 heures. Et oh c'est grand champion pour celle-là. Ouais. Et en fait ça a été un déclic, genre il y a une espèce de purge où genre t'as genre le 24 heures après t'as une purge où ça devient encore plus fort, puis après ça se calme et au bout de 2, 3, 4e jour après J+4 t'es mais apaisé. En tout cas moi ça a hyper bien marché et à côté de ça j'ai continué de voir la psychologue et pendant une semaine j'ai fait un traitement intensif de psy et depuis elle quand tu lui disais j'ai peur que ça reparte, elle était en mode non. Mais bien sûr. Ah mais elle m'a regardé, elle m'a fait mais n'importe quoi celle-là. Genre vraiment un peu comme une folle quoi. Donc j'étais grave contente de ce côté-là. Et donc bref, à la fin de la semaine, on arrive et au final je demande à ma boss, j'envoie un message, je lui dis écoutez, moi j'ai des petits problèmes de santé, j'avais pas envie de dire que j'étais anxieuse. Je lui dis est-ce que c'est possible pour vous que je rentre que je revienne pas le lundi mais que je revienne le mercredi. Je lui demande 3 jours de plus à cette salope là. Et donc elle me dit ah ok d'accord et tout. Et t'as pas payé. Et non mais attends, ça spoil comme ça. Attends, j'allais raconter ça. Et donc elle me dit non après genre en gros le mercredi arrive et je lui dis en fait j'aimerais bien revenir plutôt le lundi prochain. Je suis vraiment désolée mais j'ai encore des tests de sang à faire et ce qui est vrai, je prenais juste soin. J'ai pris 2 semaines de vacances. Ouais. C'est rien sur l'année, j'avais pas pris depuis janvier. Mais là, à la fin de la semaine, je me sens quand même beaucoup mieux. J'ai vu la psy, ma psy, elle m'a dit, écoutez, je pense que ça va quand même mieux. On a un peu fait vite, mais on a quand même enlevé, désamorcé tout ce qui allait pas bien. Ouais. Et surtout, au cas où, j'avais quand même des anxiolytiques, mais j'en avais plus besoin parce que j'avais fait ma séance d'hypnose et que, en fait, ma séance d'hypnose, à chaque fois, quand j'avais des états anxieux, elle me rappelait sécurité. C'est sûr qu'il résonnait dans ma tête, je t'en vois. La dame que je suis allée voir, genre, elle m'a dit, oui, mais moi, je m'occupe des gens qui ont une salle de réveil, qui ont des grosses angoisses quand tu te réveilles après une suite à une intervention. Et en fait, t'es obligé un peu de faire de l'hypnose parce qu'ils sont complètement... Oui, et puis en plus dans l'urgence, parce qu'en fait, tu sens que c'est vraiment des gens... faux, tu vois. Ouais. Et donc d'ailleurs, dans
cet endroit, il y a plein de médecins. Enfin, c'est un centre qui est dédié aux médecines alternatives. T'as un médecin de la douleur. Enfin, t'as des bails que j'avais jamais vus. Elle, c'est trop Il y a mignon aussi parce une que femme qui s'occupe que des gens qui ont eu des accidents de la route. J'étais en mode, mais putain, qu'il y ait des lieux comme ça fait du bien. Enfin, c'est des gens qui sont très spécialisés, mais elle était zéro anxieuse sur mon cas. Hein. Genre vraiment, j'étais là, vous voyez pas que je vais mourir, madame, en fait. Je pense qu'il y a ce côté-là hyper rassurant aussi, où les gens ils sont très habitués. Mademoiselle, c'est complètement en fait. physique, votre système nerveux est irrégulé. Il faut absolument que vous retrouviez la sécurité. Et c'est bon. Elle m'a dit à la fin du mois, vous allez gambader dans le RER. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Elle avait raison. Ouais. Et donc bref, là, la connasse de Bosch, je lui dis, est-ce que je peux revenir lundi? Elle me dit non. Je lui dis, en fait, je m'en fous de ton nom. Genre vraiment. Je sais pas pourquoi je t'ai prévenu, en fait. En fait, t'as plus besoin de moi que moi j'ai besoin de toi, en fait. C'était pas une question, c'était une affirmation, en fait. Ça. Et donc, au final, elle m'envoie un message vendredi, elle me dit, oh, by the way, tu seras pas payée sur les 2 semaines. Non, mais il faut rajouter un truc que t'as pas rajouté, c'est que tu lui as dit, c'est que tu lui as dit, très franchement, tu lui as dit, écoutez, je suis vraiment désolée, je suis malade, donc j'essaye de faire au mieux, mais je peux télétravailler, faire mon travail à distance de la France. Ouais. Et donc, ça, je t'ai rappelé, parce qu'elle a dit, non, il n'y a pas besoin, t'inquiète. Il y a pas trop de travail. Oui, pour derrière dire, je te paye pas. Mais en fait, c'était juste, un gros rat. Bah oui, nous on n'a rien dit parce que du coup c'était la législation américaine, donc. Mais en France ça fonctionne pas comme ça en fait. C'est. Après sous le format que j'avais, normalement j'étais protégée sur ça. J'avais regardé mes droits avec papa, sauf qu'il fallait rentrer dans une procédure. T'es mort. Je crois que j'ai que ça à foutre. Elle m'a saoulée. J'étais en mode mais t'es là à gagner 1 million par mois, tu vends ta truc à des prix. Non mais de toute façon elle a surfé sur le flou en fait. Donc au final vraiment 2 semaines de vacances, alors que pendant les 8 derniers mois, j'avais pas pris. Je travaillais même les jours fériés, je travaillais là-bas. Enfin, bref. Et là, je reviens. Alors, mais là, je casse mon crâne. Parce que lundi, j'arrive, je lui dis, ok, bon, bah, vous m'avez fait revenir plus vite. Elle me dit, ça va mieux la santé? Je lui dis, ça va, merci. Donc maintenant, vous me donnez la to-do. Tu m'as fait rentrer plus vite, espèce de connasse, donc tu vas me dire ce que j'ai à faire. Et là, elle me dit, there is not too much to do. Et là, elle me dit, tu peux aller ranger la cave. Je t'ai regardé. Je me souviens, c'était un peu je suis descendue, j'ai regardé la cave. Enfin, elle avait rien à te donner à faire, donc elle commençait à te faire des trucs un peu personnels aussi. Mais oui, elle avait demandé à signer les documents de son fils parce qu'elle savait pas le faire sur DocuSign. Quelle conne, je te jure. Bref. Et donc là, lundi passe, mardi j'arrive. En fait, tu vas au travail et t'as rien à faire. Je suis vraiment en train de faire un bore-out en fait. Enfin, vraiment, je casse. J'ai envie de prendre mon écran et le casser par terre. Je regarde ma collègue, elle me dit, y a rien à faire. On est là, mais c'est juste du foutage de gueule. On est tous les trois à se regarder et elle veut pas nous donner de vacances. Genre, elle refuse. Et puis elle voulait même pas que vous fassiez du TT. J'étais en mode, mais à minima, laisse-les être chez elles si elles ont rien à faire et tout. Et un moment, papa, il m'appelle. Genre, du coup, on allait fin septembre, début octobre et tout. Et il y a papa qui m'appelle et je suis allongée dans les chiottes. Genre, je sais pas, scroller sur TikTok et tout. Je fais, ah putain, papa, je me fais trop chier et tout. Et là, papa, il me dit, mais attends, et si là, t'es revenu à New York pour te faire chier comme ça? Et genre, il me dit, mais ça revient quand la truffe? Et la truffe, elle revenait en novembre. En gros, il restait encore 1 mois entier. J'étais en mode... Et papa, il m'a dit, non, mais si c'est pour branler de l'air, t'as qu'à rentrer, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me cacher et à faire des dessins satiriques de ma bosse. C'est là où tout a commencé. Ah, c'est là, on arrive sur le port du sujet. Et donc, en fait, je commençais à me cacher. Je prenais mon iPad parce que j'avais rien à foutre. De toute façon, elle venait de temps en temps. Elle était là, elle passait, je sais pas ce qu'elle foutait. De toute façon, elle-même, elle avait rien à faire, tu vois. Et donc, je commençais à faire des caricatures de ma bosse en rat. En fait, je la dessinais en rat, je l'envoyais à Flora, à maman et tout. Je rigolais. Et en fait, j'avais besoin de parler. Donc, à ce moment-là, je commençais à me dire, ouais, je sais pas, j'ai besoin d'extérioriser. En fait, j'ai besoin de bitcher sur ma bosse. Donc, la jeunesse, c'était le rat. C'est ça, c'était le rat, c'est elle. C'est la jeunesse du podcast. Et en fait, j'avais envie de bitcher, en fait, tout le monde s'en foutait, mais moi, j'avais besoin de cracher sur elle. C'était plus fort que moi. J'étais en mode, j'en peux plus, cette connasse. Et j'appelais Flora et ça suffisait pas. J'avais besoin d'avoir ma haine à gorge déployée, tu vois. Là, j'ai commencé à m'enregistrer en mode, mais quelle connasse c'est là, tu vois ce qu'elle m'a fait l'autre jour. Je parlais toute seule sur mon dictaphone et tout. Et je commençais à faire de gros dessins et je me suis dit, ok et tout. Et là, au bout de 3 semaines, je me dis, écoute, je l'ai regardé et j'ai dit, ok, bah en fait, je me casse. Genre vraiment, je me suis dit, y a rien à faire, vous me respectez pas. Et du coup, je me suis taillée, quoi.
quoi. Du jour au lendemain, donc vendredi, je me suis cassée. Samedi, de toute façon, j'avais plus de droit de territoire parce que fin de contrat. Donc en gros, elle m'a dit, bah t'as jusqu'à dimanche pour rentrer chez toi, ma grande. Donc en 24 heures. Attends, mais pourquoi alors que ton contrat était censé continuer plus tard? Mais oui, mais parce que comme j'ai démissionné, cette connasse, elle m'a mis dans la mouise. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, ah bah attends, je vais mettre fin au contrat. Et quand tu mets fin au contrat, t'as 24 heures, enfin 48 heures pour quitter le territoire. Ouais, non, mais de toute façon, elle avait un problème. Ouais, elle avait un problème. Et en fait, là, à ce moment-là, quand elle me dit ça, hop, recrise d'angoisse. Et en fait, c'est horrible parce que je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai fait, mais c'est la période la plus sombre de ma vie. Je crois que c'était les 3 jours les plus sombres de ma vie, en fait. C'était une période sombre pour moi également, mais pas autant que pour Célia. Ouais. C'était les jours où j'ai appris que j'étais au chômage, je me suis fait virer de mon taf. C'était, mais pas notre année, hein, vraiment 2024. Ouais, mais à la fois, c'est ce que Célia disait, et moi aussi, c'est qu'en fait, un mal pour un bien, moi j'étais contente de revenir à la maison, j'avais pas envie d'être toute seule, j'avais pas trop le moral. Ouais. Et j'avais aussi envie de prendre soin de Cécé, parce que ça faisait longtemps que je la voyais plus trop. Ouais. Et puis, je te voyais pas hyper bien, donc bon. Non, mais moi, ça a été très sombre parce que les crises d'angoisse, en fait, genre, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça a pas marché, l'hypnose. Ah, genre, vraiment, j'ai poussé les limites comme jamais. Je suis allée dans la gueule du loup, j'ai eu un fight avec ma boss et normal que j'ai eu des crises d'angoisse, tu vois. Et à ce moment-là, même je prenais des anxiolytiques, ça suffisait pas. Ah. En fait, les doses suffisaient pas et là, je commençais vraiment à dépasser les doses qu'on me donnait et je me suis dit, waouh, Célia, il y a pas un monde, tu dépasses la dose, tu vas pas devenir addict et tout. Mais je devenais complètement tarée. Mais j'arrivais même pas à t'appeler, j'arrivais pas à appeler papa et maman, c'était sombre, c'était noir. J'ouvrais même pas les rideaux de ma chambre. Et en fait, j'étais en mode, moi, la fille si gentille, si solaire, qui essaie d'être gentille avec tout le monde, comment on a pu me rendre comme ça, tu vois. Vraiment, j'en pleurais, j'arrivais pas à manger, je me laissais dépérir, tout ce que j'arrivais, c'était boire de l'eau, enfin, c'était horrible, j'arrivais même pas à appeler maman, j'arrivais à rien. Tout ce que je faisais, c'est que je déballais mes affaires, je les mettais dans la valise, je faisais une pause parce que ça m'angoissait. Et ce qui a été le plus dur, c'est de sortir de l'appartement et aller jusqu'à JFK. J'ai appelé un Uber, j'arrêtais pas de trembler, j'étais en trouble anxieux généralisé, mais je prenais des anxiolytiques, ça suffisait plus parce que j'étais trop en fait. Je crois que tu nous avais appelé de l'aéroport. Ouais. Et maman avait hyper peur et moi aussi on se disait mais pourvu qu'elle arrive jusqu'à l'aéroport. D'ailleurs je faisais que lui dire à ça, je dis tu rentres dans l'avion, c'est tout. Mais en fait tu restes là. En fait tout ce qui tournait dans ma tête c'était mon cul sur ce siège. Mais moi aussi j'étais dans le taxi, j'ai dit au taxi vas-y $20, tu m'aides à prendre les valises et tu me les apportes jusque l'enregistrement et tout. Et donc voilà, et là je me souviens que en fait, tu vois, quand t'es vraiment très anxieux, moi, le pire, c'est que j'ai vraiment des vertiges, en fait. Alors que tout ça, ton anxiété, tous ces trucs, c'est complètement faux. C'est ton cerveau qui te le crée, en fait. Enfin, quand tu me regardais de dehors, quand j'étais anxieuse, j'étais très bien. Oui, parce que en fait, on le voit pas. Enfin, si, en fait, ça dépend. Crise d'angoisse, tu vois, mais quand t'es très anxieux, ça se voit pas, ça se cache très bien, tu vois. Oui, parce que les crises d'angoisse, du coup, je me souviens que tu tremblais et tu donnais un peu des coups de poing dans le lit et tout, parce que t'étais grave mal, tu comprenais pas ce qui t'arrivait. Tu pleurais énormément, tu criais, mais quand tu faisais de l'anxiété, on le voyait pas en fait. En fait, c'est pas assez haut, c'était pas un pic d'angoisse, mais et en fait, et au fond tout allait bien, les gens voyaient pas, tu vois, mais au fond j'étais en train de mourir et je me souviens que j'étais à 2 doigts de demander à une meuf de m'asseoir sur une chaise d'handicapé tellement j'arrivais plus, mes jambes allaient me lâcher et c'était horrible parce que je me souviens que là on passait la douane. Et à un moment, il y avait tellement de monde dans cette, c'est angoissant, la douane, il y a un mec qui dit, ah, yo, bien fast, yo, stuff et tout. Et il y a tellement de monde qu'à un moment, j'étais tellement angoissée que je me suis renversé la bouteille d'eau sur le visage. Alors, imagine une folle, dans une queue qui est en train de se verser sa bouteille d'eau sur le visage. Mais c'était moi parce que j'avais besoin, j'étais en train de mourir de chaud. Je transpirais, le mec, il a vu que j'avais un comportement et tout. Mais je pense que comme je suis une petite meuf mignonne, je sais pas, il m'a rien dit. Oui, okay. Et j'arrêtais pas d'aller aux toilettes, j'angoissais, je voulais reprendre des anxiétés. Enfin bref, vraiment les 3 jours de l'horreur. J'ai posé mon cul dans le siège de l'avion et à partir de ce moment-là, c'était bon quoi. Enfin genre j'avais plus trop de crise d'angoisse, ça se calmait. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pris un Uber, pareil, j'étais angoissée. Je suis arrivée, il y avait maman qui m'attendait. Elle m'a dit t'inquiète Célia, tout ça c'est fini. Et je me suis couchée. J'ai fait genre 12 heures de sommeil.
Et quand je me suis réveillée, je suis allée voir ma psy, je suis allée voir l'hypnotiseuse et en fait, j'aurais dit mais je comprends pas là, enfin, j'étais censée aller mieux, vous m'avez menti, en fait, je vais jamais guérir, ça reviendra au moindre. Là, j'étais vraiment énervée contre la vie parce que je me suis dit mais vous foutez de ma gueule, vous m'avez promis que ça allait mieux. Mais... Et là, ma boss, elle m'a dit mais Célia, c'est juste une rechute et c'est pas grave parce que t'as réussi à guérir une fois, tu pourras le faire une deuxième fois, mais c'est un combat sans cesse, l'anxiété, c'est épuisant. C'est se battre contre ses propres démons. Je trouvais que t'étais très impatiente en fait. Je disais en fait il faut comparer ça à vraiment une course de fond et en fait il faut que tu continues à avancer sur ton traitement et sur la voie de la guérison. C'est comme si tu te cassais le bras. Il faut pas se dire qu'en un mois avec des sessions tu vas guérir. Mais en fait j'avais tellement peur de rester dans cet état. Oui bien sûr. Ça me ressemblait tellement pas. Je faisais à moitié une dépression. J'arrivais plus à sourire. Moi ça m'inquiétait pas. C'est un palier en fait. C'est ça. Par palier il y aura des rechutes et voilà. Mais je me disais en fait il y a eu beaucoup de mieux. Et il y en aura encore, et c'était là-dessus à ça que je me raccrochais. Au final, juste, bon, je vais un peu abréger mes souffrances et tout ce qui s'est passé, mais à toutes les personnes qui ont de l'anxiété, sachez qu'aujourd'hui, je dirais que je suis encore plus forte qu'avant, et j'ai plus d'anxiété. Et puis surtout, il y a une super belle chose qui est sortie de tout ça, c'est le podcast. C'est le podcast, exactement. Grâce à ta chef. En fait, grâce à cette connasse, j'ai créé, je me suis enfin lancée, mais attendez, bon, je vous raconte toute l'histoire, mais juste avant ça, j'aimerais préciser que à toutes les personnes qui ont de l'anxiété, je vous promets que c'est juste une dérégulation de votre système nerveux. Vous avez juste été trop longtemps dans un système, dans une position où vous étiez en force à vous battre, à jamais vous sentir vraiment en sécurité, à pas vous reposer. Donc je dirais que le plus important, c'est de 1, s'autoriser à vraiment relâcher et trouver un lieu de sécurité, de 2, d'aller voir une psy, de 3, ne pas se bloquer sur les anxiolytiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode non, j'ai peur d'être addict. Alors oui, suivez bien ce que dit votre médecin, mais parfois ça peut vraiment juste permettre de souffler un coup, arrêter de trop penser, de trop réfléchir, et ça peut faire du bien. À les personnes qui sont prêtes à tester l'hypnose, allez-y. Moi, en tout cas, ça a plutôt bien marché, mais bien sûr, n'allez pas voir des charlatans. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont marché. Par exemple, je sais que sur la fin, moi, j'avais pas mal d'anxiété qui restait sur des lieux spécifiques. Par exemple, les transports. Il faut combattre. C'est ce qu'elle te disait, il fallait combattre. En fait, le truc, c'est que l'anxiété, c'est comme un cerveau d'évitement, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, on a des mécanismes d'évitement. Du coup, moi, je prenais le Uber ou alors je voulais pas aller au supermarché. Et en fait, le truc, c'est que quand vous faites des mécanismes d'évitement, ça confirme à votre cerveau qu'il y a un problème et qu'il y a un danger. Et en fait, le truc, c'est que comme votre cerveau, le corps a une mémoire. Et elle a une mémoire. Donc, en fait, si vous êtes senti mal dans un lieu, votre cerveau va se souvenir que vous êtes senti mal dans ce lieu, il va dire attends, cette zone c'est un lieu de danger, alors que pour moi le RER ou le métro ça a jamais été un lieu de danger. Et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai fait à la toute fin vraiment juste une séance de MDR où j'ai dit j'ai de l'anxiété en allant dans ce lieu-là et dans ce lieu-là. On a fait un vrai travail de fond sur s'imaginer dans la zone. Moi un truc qui a vachement marché c'est la TCC, c'est la thérapie comportementale cognitive, et ça vous pouvez le faire même sans payer, genre, aidez-vous de ChatGPT, allez taper sur ChatGPT, s'il te plaît, aide-moi. Par exemple... Mais c'est des thérapeutes, c'est les non, la TCC, tu peux le faire tout seul. Genre, c'est la psy qui peut te faire ça? Non, tu peux le faire tout seul, c'est juste un truc, genre, c'est un exercice, quoi. D'accord. Et en gros, on peut tout le faire ensemble. Par exemple, moi, j'avais écrit à ChatGPT... Je suis angoissée de prendre le métro, aide-moi à faire un tableau comportemental cognitif. Et là, donc, ChatGPT, il va t'aider. Par exemple, je vais dire, j'ai peur de prendre les transports. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait ressentir ça? J'ai peur de mourir, j'ai peur de faire un malaise et que personne vienne m'aider, j'ai peur de pas savoir respirer, qu'il y ait trop de monde, j'ai peur de rester enfermée. Et après, il va te dire, ok, et pour toi, sur 10, c'est combien t'as vraiment peur? Moi, je disais 9, 10, même 11 sur 10. Et après, il disait, ok, bah là, t'as une distorsion cognitive. Ton cerveau, il te dit RER ou métro égale danger. Il faut que tu contrebalances ça en trouvant une solution. Donc, par exemple, genre je suis anxieuse, ok, c'est une sensation désagréable, mais ce n'est pas dangereux. Être anxieuse, ce n'est jamais dangereux.
À chaque fois qu'on a fait une crise d'angoisse, est-ce que quelqu'un est mort d'une crise d'angoisse? Je ne crois pas. Non, jamais. C'est pour ça que je m'inquiétais pas. Mais c'est bon. ça. Mais en fait, t'as vraiment, quand t'es dedans, t'es tellement ailleurs. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment forcer votre cerveau à enlever ses distorsions cognitives et à les remettre sur le droit chemin. Ouais. Et je dirais que aussi, ce qui est très important, c'est de vraiment se reposer. Et pour moi, par exemple, Flora m'a fait découvrir le yoga nidra. Et d'être entourée de sa famille, la famille du love. Non, mais ça, c'est hyper important d'en parler. Le yoga nidra, c'est vrai que ça t'a aidé. Et le yoga nidra, pareil, sur YouTube, il y a des séances. Le principe, c'est d'être allongé dans un lit. Et en fait, moi qui avais un trouble anxieux généralisé, par exemple, je sentais un petit picotement dans mon épaule gauche. J'étais persuadée que j'allais faire un AVC. Et je me souviens que pendant en fait, le yoga nidra, c'est censé rester complètement immobile dans ton lit et juste être très apaisé. Et en fait, ça apprend ton corps à arriver à un système de repos tellement intense qu'en fait, le truc, c'est que quand t'es très très reposé et que t'es anxieux, ton corps il est en mode alerte, on est trop posé, et du coup là tu peux faire une crise d'angoisse parce que t'es trop reposé. Genre il se dit t'es pas dans un fight mode, du coup tu peux créer de l'angoisse. Et du coup, je sais que moi, le yoga nidra, ça a appris à mon corps à juste se détendre et tout. Et donc, bref, bon, j'ai pas envie non plus de mettre C'est super, le yoga nidra. sur ça, mais... Non, mais j'étais contente de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de la guérison de Célia. Ouais, c'est de mieux en mieux, mais parce que mon corps se reposait enfin. Et surtout, je commençais à redonner des nouvelles mémoires à mon corps que la rue n'est pas un danger. Mais ça a été très très dur parce ça a été long parce que je me souviens que le janvier d'après, donc janvier 2025 de cette année, enfin de l'année dernière du coup, j'ai commencé à me sentir très seule parce que j'arrivais toujours pas à aller dans des cafés ou des restos parce que c'était trop bruyant et ça me faisait un petit peu peur. Enfin, j'avais toujours un petit peu des restes d'anxiété, j'avais peur de faire une crise d'angoisse en public, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'ai besoin de parler. Et donc là, j'ai acheté un micro à 10 balles, non, 20 € sur Amazon. Je l'ai fait livrer. Et là, j'ai one shot, j'ai parlé de tout mon trouble anxieux généralisé. Et d'ailleurs, je l'ai encore, il dure 1 heure. Peut-être que je le mettrai à la fin de ce podcast, mais là, ça sera un podcast de 4 heures, frère. Mais j'ai tout parlé. Et en fait, je voulais absolument créer ce podcast pour dire, on n'est pas seuls, les gens anxieux, on est tous là. Et en fait, aujourd'hui, vraiment pour vous dire, moi, je pensais jamais que j'allais m'en sortir. Je pensais que c'était fini pour moi. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je dirais juste que je suis encore plus forte qu'avant parce que j'ai plus d'anxiété. Enfin. Et moi, je trouve que ce podcast, c'est quand même un beau message d'espoir parce qu'en fait, il est porté plutôt sur la joie et l'humour. Oui. Après, au départ, c'était peut-être pour parler aussi de ce que tu avais pu endurer et tout. C'est ça. En tout cas, l'idée est venue de là, des difficultés, mais finalement, derrière, tu as décidé de tourner le podcast vers l'humour. Vers l'humour. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le premier podcast où j'ai parlé de ça, où j'ai tout parlé, j'ai déglingué ma bosse, mais ça m'a fait trop du bien. Et en fait, après avoir tourné mon truc, je me suis dit, putain, ça m'a fait trop du bien. Et là, j'ai fait un 2e épisode avec Flora, on a commencé à parler des colocations parce que je me suis dit, mais attends, viens, on rigole de ce qui m'est arrivé, les pires anecdotes d'arriver à l'étranger, je me suis fait arnaquer et tout. Et là, j'ai commencé à faire des dessins parce que j'avais besoin d'extérioriser tout ce qui s'est passé parce que les gens autour, ils comprenaient pas. Tout le monde s'en foutait un peu, mais moi c'était ma petite vie, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin d'être écoutée, peu importe qui m'écoutera, j'avais besoin de parler de mon truc. Donc je commence à faire des dessins, je les montre à Flora elle me dit c'est excellent. Je trouvais ça drôle. Et Flora elle trouvait ça grave drôle. Ouais. Et là je me suis dit mais aussi tout était si négatif, les gens, l'anxiété, le stress, la vie c'était dur, et moi je me suis dit mais j'ai besoin de créer ma bulle à moi de bonne humeur et de joie parce que au fond c'est ce que je suis. Et j'étais en mode Célia, rattache-toi à ce que tu es de base, une fille très positive et solaire. Et je me suis dit ok, je vais créer mon bien-être, mon endroit de bien-être, et du coup j'ai commencé à faire des podcasts avec Flora, la safe place, où je me suis dit on va commencer en détente à rigoler. Et au final c'est comme ça que j'ai créé le podcast. Genre à la base ça a été une satire sur ma bosse pour les petits dessins, et après j'avais besoin de parler parce que j'arrivais plus à parler avec mes copines tellement j'avais peur d'aller dans les endroits, et au final c'est vrai que ça nous a permis de bien rigoler quand même sur un tas de trucs qu'on s'est remémoré. Et on a plein de trucs à raconter parce qu'on a vécu à l'étranger de ouf, exactement. Et ça m'a fait trop du bien de créer un endroit, et je trouve que cet endroit avec Flora et avec mes copines, c'est trop un endroit pas prise de tête. Et vraiment,
vraiment genre positif, tu vois. Bon là c'est pas du tout positif ce que je raconte depuis tout à Oui, l'heure, mais en même temps, on est dans la légèreté et j'ai besoin d'un média léger. Moi j'ai besoin d'écouter des trucs légers parce que tu vois par exemple Transfert, tous ces podcasts que j'écoute parfois, j'écoute ces trucs, je me dis putain ça m'a abîmé, genre ça m'a fait du mal et tout. C'est vrai quand tu regardes les histoires, enfin moi mon feed Insta et Facebook, des fois ça me tourne vers des trucs mais déprimants. Mais quoi. tu vois par exemple il y a un jour j'ai vu, je crois on l'a tous vu sur Instagram, mon mari a fait un AVC du jour au lendemain, on était place Vendôme, j'étais en mode mais putain. Les gens racontent leur histoire parce que notamment sur toutes les maladies qui peuvent les toucher parce qu'ils se disent que c'est trop important de sensibiliser et c'est ce que Célia fait aussi aujourd'hui et c'est le cas. Mais je trouve qu'en podcast c'est quand même important d'avoir un segment humour également pour humour et venez on dédramatise wesh. Oui voilà. Bon, aujourd'hui on a rebondi, il va falloir retrouver du taf, moi j'ai un taf et surtout j'ai plus d'anxiété. Juste j'aimerais préciser à toutes les personnes qui ont besoin encore de petits conseils, qui ont des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, j'essaie de répondre à tout le monde, je dis pas que je réponds dans les 24 heures, mais vraiment j'essaie de répondre à tout le monde. Oui, mais t'as déjà donné des insights là. Mais les gars, je vous promets que c'est passager, c'est temporaire. L'anxiété, c'est juste une mauvaise passe de votre vie, mais ça ne durera pas dans le temps parce que vous êtes plus fort que ça. Et je dirais aussi que après, je suis rentrée dans la vie active et en fait, quand t'es bien occupé, t'as plus le temps de penser à ton anxiété. En fait, parfois, j'étais au taf, je sentais une crise d'angoisse venir, j'étais en mode mais gars, j'ai pas le temps. En fait, crise d'angoisse, casse-toi. Bah, y a ça et puis et du coup, je la faisais jamais. Et après, ton corps juste, il se réhabitue à être tout le temps, à être plus sain. Puis je pense que t'as retrouvé des repères. En effet, c'est ce que tu dis. Déjà, ton taf te prenait un peu plus de temps. Du coup, j'avais plus le temps de penser à ça. Il y avait ta famille, il y avait aussi tes amis, tu t'es fait soigner, traiter. Ouais, tout ça, et ça surtout, a été j'ai plus peur de la crise d'angoisse. Il faut vraiment décristalliser. En fait, parfois, je me dis, oh bah tiens, je crois que je fais début de crise d'angoisse. Mais vous allez me prendre pour une folle. Hein. Tous ceux qui sont en tag, en trouble anxieux généralisé, genre ils vont me dire, mais t'es folle. Mais acceptez-la. Je vous promets que le tips, c'est de l'accepter. En fait, si vous faites une crise d'angoisse, posez-vous par terre, asseyez-vous allongé et dites-vous, ok, je laisse, bah viens ma grande, viens anxiété. Et genre moi je la laisse venir et je vous promets que en la laissant venir, bah en fait ton corps il est plus en alerte parce que tu la laisses venir, tu fightes pas, tu c'est comme dans le dessin animé Vice Versa, je l'ai regardé le 2. Oh le 2. Et elle fait une crise d'angoisse et tu vois qu'il y a ces petites émotions qui font un câlin en mode non ouais, on t'accepte comme t'es et tout. Genre c'était trop mignon, ça donne envie de pleurer. Grave. Justement alors moi troisième question. J'avais une question. Ouais non mais c'est super d'avoir parlé parce que finalement ce que tu Mais je voulais parler de l'anxiété et puis parce que ça rejoint aussi un peu la première question qui est de savoir un peu qui tu es. On passe tous par des super phases, des moins bonnes phases, et ça, en fait, ça nous forge, ça détermine qui on est. Je voulais savoir, en fait, quel a été le plus gros challenge du projet, du podcast. Enfin, voilà, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en montant ce projet ou une fois que t'as commencé à tourner? Le plus gros challenge, j'ai envie de dire le micro. Mais t'as le droit? Non, en fait, il y a eu, non, en vrai, de vrai, le micro, ça a été dur parce que t'as envie de proposer un son de qualité, mais moi, je suis zéro influenceuse, les gars. Je travaille comme vous, j'ai des charges à payer, j'ai un loyer à payer, et donc, en fait, c'est hyper dur, et surtout que je me dis, mais comment ils peuvent se permettre d'acheter ça rapidement. Très cher. Donc ça a été dur, surtout que moi j'ai commencé à être monétisée en juillet. Parce que tu vois, je me suis fait 900 balles et les 900 balles que j'ai gagnées sur Acast, bah c'est ce qui a été mis dans la carte son et les deux micros, ça m'a coûté 850 €. C'est vrai que moi je m'attendais, bon je savais pas si t'allais gagner de l'argent, mais là quand je vois le truc je me dis c'est quand même hyper dur de se faire du fric là-dessus quoi, parce qu'en fait il faut faire tellement d'écoute pour avoir de l'influence finalement, et que du coup on te propose de faire des pubs sur tes trucs, enfin c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué, et je dirais le deuxième plus gros challenge, c'est vraiment avoir un taf et gérer un podcast à côté. Mais je pense que aussi le podcast, ça me permet de pas penser à l'anxiété et du coup de m'occuper. Tu vois, en fait, à chaque fois j'ai un moment libre le week-end, je me dis ah bah tiens attends je vais faire ça. Mais du coup c'est un peu compliqué parce que parfois il y a des fois où je me retrouve à putain personne n'a fait de podcast, putain j'ai eu plein de trucs cette semaine. Du coup j'appelle Florent en mode putain t'as une heure on fait le podcast. Mais du coup c'est des beaux moments parce que on a des conversations qu'on n'aurait jamais eues.
de base avec mes copines ou quoi. Je me souviens que t'étais quand même un peu stressée. Des haters au début, tu sais. Des haters et puis de trouver ton équilibre vie pro-perso. Je me souviens que déjà à New York, que tu m'avais dit, bah voilà, j'ai un taf, mais est-ce que t'avais eu d'autres opportunités à côté? Et là, en arrivant ici à Paris, du coup, je m'étais dit, est-ce qu'elle va être capable, du coup, de réussir à équilibrer ces deux choses-là, sachant qu'un full-time, c'est prenant. C'est prenant, et aux États-Unis, ton taf te prenait pas beaucoup de temps, tout simplement parce que tu t'ennuyais. Mais là, c'était plus pareil. Et donc, c'est vrai que ça a été très challengeant parce que je dirais que je mets un peu ma vie sociale de côté. Genre là, je rencontre plus de mecs, enfin, j'ai plus le temps parce que je gère le podcast et un taf en même temps. Mais paradoxalement, je te trouve quand même hyper équilibré parce que j'arrive. Et puis, t'as un peu la sensation, c'est comme un loisir créatif où t'as la sensation d'avoir achevé un truc, du travail bien fait, tu fais tes trucs bien. Ouais, mais puis surtout, je suis trop fière de moi. Je me souviens que, enfin là, on attend bientôt le 1 million d'écoutes. Avec un podcast à 20 balles que j'ai acheté. Un micro. Avec un micro, et en fait, on atteint le 1 million et je suis trop fière de moi parce que, en fait, c'est surtout, on fait du bien aux gens. Et puis, le créneau était quand même bien trouvé. Mais oui, parce que les podcasts n'existent pas, où ça vanne les mecs et tout. Ouais, ça existe pas trop. Et puis, il faut ouvrir la parole. C'est bon, on a tous vécu des ex de merde. Il est temps d'en parler, hein. Et puis, en fait, ce qui est trop bien, c'est que le succès montre qu'en fait, vous vous reconnaissez aussi dans ce qu'on raconte, que ce soit nos anecdotes personnelles ou les anecdotes des autres. Et du coup, ça fait du bien parce qu'il y a un sens de la communauté où tu te dis, mais en fait, on est tous dans le même bateau, il nous est tous arrivé des merdes. Genre, que ce soit avec les ex de la Muerte, en arrivant dans un nouveau pays en voyage, tout ça, tu te dis, oui, bon, bah, de toute façon, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des merdes, en fait. Et moi, ça me fait trop du bien. Bah oui, de savoir qu'on n'est pas seul dans nos galères. Nos galères, ouais. Donc moi, ça me fait j'aime bien cet esprit de communauté. C'est trop bien. Ok, trop bien. Donc, on atterrit sur la 4e question. Buenos. C'est une question compliquée, Célia. Oh, il va falloir que tu réfléchisses. T'as vu, j'ai crié, ça a pas grésillé. Alors, oui. Prière de noter la qualité des micros. On peut faire de l'ASMR, je crois. Alors, aux détracteurs qui disent que tes podcasts, c'est la culture du vide, que réponds-tu? Que réponds-tu? It's a tricky question, Flora. I got it. Mais tu sais que moi, je le vois un peu comme la culture du vide, hein, mon bail. C'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose. C'est une réponse comme une autre. Non, mais pour moi, c'est un peu la culture du vide. On n'apprend rien, mais on rigole bien. En fait, c'est ça, moi, c'est de la détente. Hein. Je suis pas là. On n'est pas là pour faire de la culture G. On n'est pas là pour apprendre. Il y a plein de podcasts qui le font. Moi, je suis plus là pour qu'on se détende tous le gros fiac. Donc, oui, c'est un peu la culture du vide. Donc, s'il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est la culture du vide, je ferais, t'as bien compris, mon grand. Si vous voulez, on peut essayer de vous mettre une petite anecdote historique à la fin du podcast. Non, mais après, je trouve que quand même, parfois, parfois, on sort quand même des petits trucs qui permettent d'élever un peu la société. Mais bon, j'ai une question. Ma prochaine question, c'est, as-tu été surprise par l'engouement du podcast? Mais oui. De base, je me souviens que le projet n'était pas aussi long. Oui, alors à la base, je devais faire ça pour 1 an, ça devait se finir le 31 décembre 2025. Parce que je m'étais dit, non mais ouais, tu crois que tu vas avoir le temps avec un CDI et tout. Et je me souviens qu'au début, quand j'avais posté ma première vidéo, j'avais trop peur d'avoir des haters. Et en fait, mon père, 2 jours après, il m'a dit, alors t'as eu des haters? Et j'ai dit à papa, j'ai dit, mais en fait, j'ai même pas eu de vues, donc comment tu veux que j'ai des haters? Au début, ça avait du mal à démarrer. Au début, je dirais que le mois de janvier-février, ça a eu du mal, mais ça a été quand même assez doucement, tu vois. Je me souviens que le premier jour où je l'ai posté, j'ai eu 14 écoutes. Je sais pas qui c'était, mais voilà. Au début, c'est vrai que tu nous montrais toutes les heures tes stats en mode, y a personne qui regarde. Ça fait genre 2 heures que ça a été posté, le machin. Il y a un moment où, d'ailleurs, mon premier abonné, c'était un homme. J'étais en mode, ok. C'est marqué entre meufs, mais ok. Marqué entre... Non, mais j'ai trouvé ça cool, tu vois. Et en fait, je dirais que ça a vachement explosé quand j'ai fait un épisode en mars avec Cam. Sur les ex de la Muerte. Et en gros, non, on était en mode nos pires dates. Et là, on a raconté nos pires dates. Et il y a un moment, Cam a dit que, genre, pour la première fois avec son ex, comme chacun habitait chez ses parents, ils ont pris un hôtel. Le mec a dit, on fait 50-50. Pour la première fois. Et Cam, elle était en mode, mais wesh. Et du coup, j'avais fait une vidéo assez drôle et elle avait fait genre 100 000 vues. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, les gens, ils étaient en mode, what?
c'est quoi ce non, truc? mais c'est vrai que outre le podcast, il faut noter les petites vidéos qui sont quand Oui, même qui permettent hyper de marrantes ramener du monde. et qui sont très catchy parce que du coup le dessin est comique, le son est comique Et du coup, ça ramène les gens sur le podcast. Exactement. Et je dirais que c'est à partir de mars où ça a commencé à prendre de l'ampleur. J'atteignais genre oui, et 300 écoutes tous les lundis. Et puis c'est inédit en fait comme concept parce qu'il y en avait pas d'autres qui faisaient ça, mais de je faire des trouvais que petites ça vidéos. manquait. Bah oui. Pourquoi il y a personne qui vanne, ça parle pas de cul, ça parle pas de... Donc non, honnêtement, j'étais assez impressionnée et de là à atteindre, je me souviendrai toujours qu'en juin, il y a mon hébergeur qui est à Caisse qui m'a appelé, ils m'ont dit attends, mais ça fait combien de temps que t'as commencé ton podcast? Et j'ai dit janvier, ils m'ont dit impressionnant. Shit, ça va. Allez mon grand, appelle-moi girl boss. Et ils m'ont dit mais c'est impressionnant et je leur ai dit bah à la fin de l'année, j'aimerais bien atteindre le million. Bon, on n'a pas atteint le million, je pense qu'on sera à 700 000, tu vois. Ouais, mais c'est pas mal quand même. 700 000 écoutes les gars, mais ça me fait trop du bien de vous faire du bien comme ça, qu'on soit tous là à rigoler, détente. En plus, je sais que les micros c'était vraiment le problème. J'avais des mauvaises notes sur les podcasts à cause de ça, mais vous êtes restés les frères. C'est beau en fait. Et en plus, je pensais qu'à un moment on allait venir à bout des sujets. Mais en fait non. Bah, genre là j'ai fait le plan éditorial de 2026 mais dinguerie, ça va parler mariage, ça va parler militaire, ça va parler de guet-apens, enfin il y a plein de trucs qui vont sur arriver, nos anecdotes à nous, ça se tasse un petit peu forcément parce que du coup on avait vraiment un gros stock au départ, bien que aujourd'hui on a quand même des anecdotes, à ressortir des tout trucs. Simplement parce qu'on a toujours des putains de dingueries via notre travail ou via des voyages qu'on fait l'été. Dans tous les cas, on a aussi les anecdotes. C'est intéressant d'ajouter les anecdotes des autres, oui, parce que ça permet de... Et puis des fois, ils ont des beaucoup plus grosses dingueries que les nôtres. Moi, j'en reviens pas. À chaque fois, je me dis, oh waouh, franchement, waouh, c'est de ouf. Donc voilà, j'étais vraiment impressionnée. Merci encore pour votre fidélité. Ouais, je pense que c'était le bon moment pour faire ce petit remerciement. Ça, c'est une autre question un peu drôle. Ah si, j'adore quand c'est drôle. Si tu devais faire le podcast avec une star comique, qui choisirais-tu et sur quelle thématique le ferais-tu? T'as Anne Romanoff, t'as Camille... Oh, j'aurais choisi Camille Cotin. Camille Cotin. Attends, de vacherie. Moi, j'adore Florence Foresti parce qu'elle est un peu vulgose comme moi. Et j'aurais dit Florence Foresti avec sa fille. Hop. Ok. Et comme ça, on parle un peu du duo mère-fille et tout. Et tout ça. Je pense que j'aimerais trop. Et être une femme et l'humour. Ah ouais. Un truc comme ça, tu vois. Parce que en vrai, moi, je me prends plein de taclés de gros masculins là qui sont en mode, oh, les femmes, elles permettent d'ouvrir sa gueule, comme ça, elle est même pas drôle. Genre, mais ta gueule. Ouais, non, mais bon. Donc, je dirais que ce serait sur ça. Ok, trop bien. Très belle question. Et alors, c'est la dernière question. Mais je sais que, bon, voilà, il y a des choses que tu veux pas forcément spoiler, que tu veux un peu garder pour toi. Donc, ne te sens pas obligé de répondre entièrement à la question. Quels sont les next steps? Comment comptes-tu faire évoluer le podcast? Et as-tu d'autres idées liées au podcast? Mais oui. Mais merci Flora, c'était very professional. Alors oui, et j'avais peur pour 2026 de rebondir sur les mêmes sujets ou pas trouver ou être redondant et tout. Et au final, sur 2026, j'ai décidé de faire un mélange des grands sujets qu'on a. Donc par exemple les ex de la muerte, la colocación, les pires dates, les pires anecdotes de cul. Ça, on reste sur les bonnes bases comme ça, un peu de paranormal. Et je vais rajouter des nouveaux sujets. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on n'a pas abordé parce qu'en vrai, les familles, les beaux-parents toxiques, tout ça, on n'en a jamais trop parlé. Ouais. Et je pense que c'est un puits sans fond. Ouais, également. Et à côté de ça, je sais qu'il va y avoir des intervenants qui vont arriver, mais des gens lambda, quoi, enfin des gens pas très connus, mais qui ont vraiment poussé en mode les gars, je veux vraiment passer dans le podcast, et je suis en mode ok, si tu penses vraiment, bah d'ailleurs Flora sera avec moi sûrement. Bah ouais. Et du coup, on va faire des tournages avec des gens autres que des gens que je connais. On verra si ça marche ou pas. Si ça marche bien, on le fait. Si ça marche pas, je pense que c'est trop important de tester. Et enfin voilà, il faut se dire que ça va peut-être être super et auquel cas ce serait génial de pouvoir accueillir d'autres personnes sur le plateau. Pas de plateau, on est toujours dans un lit, mais oui, non, mais c'était une expression pour faire genre que j'étais une star. Par contre, je vais archi louer des salles, ça va me coûter un bras. Maintenant, on a des super micros, donc voilà. On se prend plus pour n'importe qui en fait. C'est toujours dans un lit, mais t'inquiète. Et donc ça, en projet, pareil, il y aura une ligne de merchandising. Ça, j'en ai un peu parlé de toute façon pour ceux qui savent. Pour le 1 million d'écoutes, je vais lancer des gros suites. Mais pareil, ça gros sujet.
sujet. Est-ce que je fais ça, faire Made in France, mais comme la moitié des écoutes des auditeurs sont à l'international, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, beaucoup de questionnements. C'est de la logique. Je suis encore en projet dessus. Il y a beaucoup de stickers qui ont été demandés aussi, des petits dessins. Il faut savoir que c'est vraiment un projet à but non lucratif. Je me fais 1 euro de marge. Elle fait ça parce qu'elle vous aime et qu'elle trouve super de pouvoir vous offrir ce qu'on appelle des produits dérivés. Ouais. Mais en termes de marge, il y aura pas grand chose. Non, j'ai un salaire à côté où tu vois. Oui, bien sûr, elle fait ça pour le kiff et pour le fun et pour vous. Oui. Donc c'est trop bien, mais c'est vrai que je pense qu'il y aura aussi des anecdotes là-dessus. La production industrielle en France, typiquement. Être girl boss, qu'est-ce que c'est? Ouais, exactement. Enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet économique là-dessus. Oui, non mais c'est compliqué. J'ai peur de décevoir les gens en mode c'est pas made in France, mais si c'est bon, je vais pas faire ça en Chine ou quoi. Mais non, ça sera pas made in soit France. Made in Canada. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi ça sera. Ça coûte très cher de produire des produits en France, donc c'est pas vraiment un choix. J'ai regardé. En fait, j'ai fait des demandes de contrat, mais en fait, on arrivait à 70 €. Oui, voilà. Le hoodie. Et ce que je comprends, c'est super, c'est de la top qualité, mais je sais que les gens qui m'écoutent, c'est des 16-25 ans qui ont... Et moi, je sais ce que c'est d'avoir 16-25 ans et de pas avoir de thunes. J'ai envie de garder ça accessible à tous à des prix assez corrects, mais quand même en respectant... quand même. Ce sera pas fait en Chine, ça c'est sûr. Ce sera pas fait en Chine, mais je pense plutôt aux États-Unis peut-être, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'auditeurs US, Canada, tout ça, Amérique du Sud, donc bref, voilà. Donc il y a ça en projet, et un vraiment projet qui me tiendrait trop à cœur. Ce serait un truc genre rencontre géante ou rencontre dating, faire ça avec une marque. J'aimerais trop qu'il y ait une marque qui m'approche, genre bon, j'arrête pas de défoncer Tinder, Hinge ou quoi, mais genre faire un projet énorme avec eux cet été, j'aimerais trop. Et comme ça, on se rencontre nous tous. Bon, je pense qu'on restera un petit peu anonyme, on mettra peut-être des lunettes ou je sais pas, ou des cagoules, on fera un truc. Et comme ça, ce serait l'occasion de moi je serai là, toutes les invités seront là. Et ça permettra de vous rencontrer vous, et j'ai un peu envie d'aider ma patte dedans, parce que je sais qu'on est tout à là à galérer à chercher des mecs, c'est dur de rencontrer du monde aujourd'hui, enfin plusieurs personnes qui ont le cœur brisé, et j'aimerais bien faire un énorme speed dating, parce que pour moi les mecs qui écoutent Entre Meufs Podcast et les femmes qui écoutent Entre Meufs Podcast, c'est forcément des gens sains, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait il faudrait qu'on se rencontre entre nous tous, et peut-être qu'il y a des petits couples qui peuvent se former et on se rencontre et on fait une grosse stuff, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais trop faire un délire comme ça sur l'année 2026. J'ai des gros projets, j'ai des grandes ambitions pour vous, et voilà. Et je sais que t'es sur la fin des questions, mais j'ai peut-être des trucs à... Je sais que moi il y a des questions qui reviennent souvent, c'est pourquoi on est anonyme. Ah oui. Moi je dis pas que je montrerai pas ma gueule, je pense que en fait aujourd'hui je travaille, Flora elle travaille, on a des on n'a pas des hauts postes, mais on bosse quoi, donc un peu gênant si on finit sur les réseaux, lui il a mis sa bite dans un trou, tu vois. En vrai j'assume tout ce qui est dit, mais c'est important de garder son anonymat, et moi j'ai pas envie dans la rue qu'on s'arrête en mode t'es la meuf et tout, parce que parfois j'ai envie de chialer en paix dans la rue, j'ai envie de rentrer en pleine déboire et de péter dans la rue. C'est pas pour dire qu'on est hyper famous, mais on sait jamais, il y a des gens qui écoutent un peu partout, donc et moi ça par exemple j'aimerais bien dater des mecs et qui savent pas qui je suis, tu vois. Oui, voilà. Tu vois. Oui, exactement. Et donc, je pense que j'aimerais bien garder cet anonymat. Après, si on se rencontre, je mettrai peut-être, on trouvera un truc. Et pourquoi je prends que des intervenants potes? En fait, c'est moi qui ai créé le podcast, et j'aime avoir des invités sur différents sujets. Par exemple, avec ma sœur, on parle vachement taf, les ex de la moitié. Avec Camille, c'est les pires dates. Avec l'autre Camille, c'est les amitiés toxiques. Pour moi, c'est important. Aussi, je me sens plus libre de parler entre potes avec des potes qu'avec des gens et qui tu connais pas trop. Mais je suis totalement d'accord, c'est quand même beaucoup plus fluide de faire ça avec des gens qu'on connaît, que ce soit famille, amis. Ça permet vraiment d'avoir une belle fluidité dans le podcast. Oui, c'est ça, c'est important. On se comprend. Bon merci beaucoup pour l'interview Flo. C'était un épisode un peu spécial, je vous promets que ce sera le seul qui était un peu pas fun entre guillemets, où on a vraiment parlé à cœur ouvert. Oui, mais c'était un beau podcast. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour se taper des grosses barres. Donc vous inquiétez pas. Et on vous souhaite une belle année et des gros bisous. Belle année. Aesio Mutuel présente. Dis donc, tout en rose, c'est